Creuser des trous, quelle que soit la saison, ça réchauffe. Et ce jour-là, alors que nous sommes en plein cœur de l'automne, il fait particulièrement chaud. Est-ce une chaleur anormale? Est-ce une chaleur due à l'activité humaine? Ces chercheurs n'en sont déjà plus à ces questions-là. Pour eux, le réchauffement climatique est un phénomène inéluctable. Selon les scénarios les plus répandus, on s'oriente vers des étés plus chauds et plus secs et des hivers qui seraient probablement plus humides. Pour ces spécialistes de la forêt, l'enjeu est d'étudier dès aujourd'hui l'adaptation des différentes espèces à cette évolution. On étudie 2 scénarios de gestion qu'on a choisis en concertation avec l'Office national des forêts, qui sont réduction du nombre d'arbres et mettre en mélange 2 essences. Réduire le nombre d'arbres, c'est lié à l'hypothèse que si on a moins d'arbres, la forêt va consommer moins d'eau, puisque c'est les arbres qui vont absorber le plus d'eau. C'est pas si simple que ça, parce que quand on ouvre le couvert, la végétation du sous-bois peut également puiser de l'eau, et parfois même contrebalancer l'effet bénéfique d'enlever un certain nombre d'arbres. Le deuxième scénario, c'est mettre 2 essences en mélange. Nous étudions le mélange chêne-sicile, pin sylvestre. Ce mélange entre le chêne et le pin, c'est celui qu'on trouve dans la plupart des forêts françaises. Celle d'Orléans est principalement peuplée par ces 2 espèces. Selon les zones, on trouve des endroits où le chêne est majoritaire, dans d'autres, c'est le pin qui domine. Les chercheurs de l'IRSTEA ont ainsi déterminé 33 parcelles d'un demi-hectare chacune présentant différentes densités. Elles vont être scrutées pendant plusieurs décennies pour voir laquelle est la plus résistante. Taille des arbres, taux d'humidité, qualité du sol, tout est étudié, même le nombre de racines par mètre carré. Et pour ça, c'est assez simple. C'est comme de jouer à la bataille navale. Tout est prospecté. Oui, tout est prospecté. 22 racines fines du GR1, 2 moyennes à grosses et ce sera tout. 24 racines fines du GR1, 2 moyennes à grosses du GR1. Chaque petite maille fait 10 cm de côté par 10 cm de côté. On compte le nombre de racines de chêne, le nombre de racines de pin et le nombre de racines de fougère ou alors de moligny. Et ça nous permet en fait de mieux comprendre comment les racines vont se répartir géographiquement dans le sol. Chose qu'on ne peut pas voir si on n'ouvrait pas cette fosse. Alors pendant quelques temps, bien sûr, les travaux d'installation dérangent un peu les voisins. Comme ce triton, pas très habitué à avoir de la visite. On voit beaucoup plus souvent des salamandres, qui classiques, les jaunes et noirs, et très rarement les tritons, déjà par leur taille et leur couleur qui sont beaucoup moins visibles. Donc il faut vraiment y tomber dessus pour les observer. C'est une observation assez rare. Une fois mis en place, le dispositif doit permettre de récolter des milliers de données sans perturber l'environnement. C'est dans le sous-sol que sont installés la plupart des instruments de mesure. On a fait la photo. Donc ici, ce qu'on installe, c'est des sondes qui vont mesurer la teneur en eau. On va mesurer l'eau en volume. Donc on va la mesurer à 20, à 40 et à 60 cm. Donc c'est-à-dire dans le sable, au niveau du plancher argileux et dans l'argile. Et on va pouvoir comme ça suivre tout au long de l'année l'évolution de la teneur en eau et après pouvoir caractériser par exemple les années de forte sécheresse, un stress hydrique. La caractéristique de la forêt d'Orléans est qu'il présente un horizon sableux en surface. Donc c'est très... Tu me donnes un morceau pour voir? C'est comme du sable classique, hein. Voilà, ça s'effrite facilement. C'est très drainant, donc ça retient peu l'eau. Et en profondeur, on a justement cette argile-là qui, quand elle est sèche, très dure, extrêmement compacte, qui est également sec, très difficile pour les arbres pour puiser le sol. Cette couche d'argile souterraine particulièrement sèche en été capture l'eau l'hiver comme une baignoire, ce qui a pour effet de noyer les racines quand elles n'en ont pas besoin. Le chêne a plus besoin d'eau au printemps, tandis que le pin, lui, est sensible à la sécheresse estivale. Ces variations climatiques ont un impact sur la croissance des arbres, qu'on observe aussi avec d'autres méthodes à l'ancienne. C'est des petits appareils de mesure qui nous permettent de venir mesurer la croissance des arbres à pas de temps régulier au cours de l'année. C'est-à-dire qu'on vient les visiter tous les 15 jours. On peut faire une mesure tous les 15 jours et voir si l'arbre
a poussé ou rétréci par rapport aux visites précédentes. Donc c'est parce qu'ils peuvent rétrécir? Les arbres peuvent rétrécir tout à fait, par exemple lors d'épisodes de temps plus secs, l'arbre va être capable de diminuer la quantité d'eau qu'il a dans ses cellules, et donc ça se traduit par un rétrécissement du tronc, mais qui est de l'ordre du dixième de millimètre sur la circonférence. Tous les 15 jours, les chercheurs viennent en forêt se connecter aux terminaux où sont récoltées toutes les données. Ils en profitent aussi pour faire des observations. Étudier l'impact du changement climatique sur la forêt, c'est aussi s'intéresser à l'impact de la faune et en particulier du gibier sur la pousse des jeunes arbres. Dans cet espace délimité par les piquets oranges, chaque petit rameau est recensé. D'une visite à l'autre, on mesure la croissance des vivants et on compte les morts. Ça, je peux le ranger. C'était un pin sylvestre déjà. Il a déjà été observé puisqu'il a une étiquette, donc c'est un arbre que j'ai déjà eu entre les mains il y a un an. À l'époque, il avait déjà subi un dommage qu'on va entreapercevoir ici. Vous avez l'écorce qui est blessée et boursouflée, et en fait ça c'est la signature d'un frottis qui a été réalisé par un chevreuil mâle. Alors le chevreuil porte des bois, et dans sa période de reproduction, il va chercher à marquer son territoire, et il va donc être à la recherche d'individus de ce type-là, qui ont une certaine rigidité, une certaine flexibilité, et il va frotter avec ces bois pour donc marquer son territoire. Et pour étudier plus précisément l'interaction entre la croissance des arbres, la pluviométrie, la température et le grand gibier, certaines parcelles ont été clôturées. Protégées par un grillage, les chênes et les pins sont plus nombreux à survivre. D'autres parcelles offrent une protection dite sélective. Ces rondins bloquent l'accès des chevreuils et des cerfs, mais ils laissent passer les sangliers pour mieux étudier leur impact sur le milieu. Le sanglier en faible densité, lui, peut avoir un effet positif. C'est un animal qui cherche fouisseur, c'est-à-dire qu'il va rechercher sa nourriture dans le sol. Avec son groin, il fait ce qu'on appelle des boutis, il va rechercher des vers, des fruits forestiers, des glands, des faines. Donc il va consommer ces fruits forestiers, mais en consommant, il en enfouit d'autres. Ce qui fait que le chêne peut être favorisé par exemple par le sanglier en termes donc, de germination des glands. Si évidemment il y a trop de sangliers, tous les glands seront consommés, ou les petits chênes qui commencent à pousser vont être arrachés, déchaussés par le sanglier. Donc ce qu'on cherche à savoir, c'est voilà, les effets imputables à chaque espèce en fonction donc, de niveau de densité plus ou moins important. Les chercheurs de l'IRSTEA ne s'intéressent pas qu'au gibier. C'est l'ensemble de la faune présente dans le milieu forestier qui est étudié, jusqu'aux coléoptères. C'est quand même moins... Il y a des taches, mais c'est pas ponctué. C'est des taches, oui. Mais c'est pas ponctué. Ouais, Moins, ça, c'est moins pas bien, en fait ça. de points que sur... Le changement climatique aura un effet sur la biodiversité, mais pour évaluer les changements qui auront lieu dans le long terme, il faut déjà recenser les espèces présentes aujourd'hui. En termes de diversité, on a pu déjà identifier une centaine d'espèces, dont une espèce de mousse, et pour la première fois répertoriée dans la région. Donc c'est un fait. Est-ce qu'elle est intéressante? Il s'avère que cette espèce, au-delà d'être la première répertoriée, pourrait être liée au changement climatique. C'est ce que les Britanniques, nos voisins britanniques ont pu mettre en évidence, c'est qu'eux, ils ont étudié cette mousse, la connaissent bien, l'ont répertoriée dans certains endroits et voient que son aire de répartition s'étale en fonction de l'augmentation de la température, donc liée au changement climatique. Il est fort probable que dans notre cas, cette espèce-là soit arrivée, ou en tout cas ça soit plus importante dans la forêt d'Orléans, due à cette augmentation de température qu'on a pu également observer. Cette mousse représente-t-elle une richesse pour la biodiversité ou, au contraire, constitue-t-elle une menace pour le milieu forestier?
Va-t-elle se développer? S'agit-il des prémices d'une invasion massive venue de l'étranger? Les chênes vont-ils tous mourir et les sangliers avec? Toutes les questions posées vont pouvoir trouver une réponse grâce à l'Observatoire du réchauffement climatique, mais il faudra attendre quelques années avant la publication des premières études.